Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence sur les vaccins. C'est la première fois que je vais parler de cette façon-là de la vaccination, donc vous êtes un peu mes bêta-testeurs et ça va être marrant et inspirant, j'espère. Malgré la complexité du sujet et tout ce que ça implique derrière. Et puis merci à France Patrie pour l'invitation, évidemment. Donc, je commence par une petite pensée pour ma filleule. Cécile Maïchak, qui est là, a créé ce système de parrainage entre des personnes qui ont porté leur voix pendant Covid contre la vaccination Covid en particulier, et des personnes qui ont eu des accidents vaccinaux. C'est le cas de Valérie, qui a eu des gros problèmes de santé suite à son deuxième vaccin Pfizer au mois de mai 2021. Et elle récupère tout doucement. Elle a 1 an de moins que moi et en fait, elle est handicapée à 80% aujourd'hui, alors qu'avant, elle était en bonne santé. Donc, c'est compliqué. Et il y a une page de dons qui a été mise en ligne sur le site Helloasso par l'association France à tout cœur, qui a organisé les rencontres citoyennes à Vierzon fin janvier, début février. Et donc, voilà, on a pu faire une petite vidéo ensemble. En tout cas, voilà, il y a une page de dons pour l'aider parce que quand on a un accident vaccinal, non seulement la santé est impactée, mais toute la vie est impactée. Donc, ça veut dire des complexités administratives, des frais de santé, des frais de plein de trucs. Et puis, l'incapacité de travailler aussi. Voilà. Donc, voilà. Et aussi une petite pensée pour Edgar Morin, qui était un abonné de mon infolettre, qui a même répondu à un de mes articles de blog et avec qui j'ai eu quelques petits échanges par mail. Et certes, ouais, il avait 104 ans quand même, hein, c'est assez incroyable. Je ne connais pas hyper bien son travail en fait, mais il avait malgré tout une curiosité intellectuelle, y compris en matière de santé, qui était assez remarquable. Voilà. Et puis merci aussi, bien sûr, à la Dépêche du Midi. Je ne sais pas s'il y a un journaliste de la Dépêche qui est là aujourd'hui. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu passer donc l'article au sujet de la conférence. Donc, en fait, j'ai été contacté il y a 3 semaines par une journaliste, par email, qui me dit: oui, bonjour, j'ai vu votre conférence qui aura lieu à Toulouse à la fin du mois. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous voulez qu'on s'appelle? Enfin bref. Je me suis dit, bon, ça c'est un traquenard, évidemment. Est-ce que je réponds ou pas? Je ne sais pas. J'ai un peu hésité. Puis 2 jours après, je lui ai répondu. Elle m'a dit, bah, écoutez, voici mes questions, mais répondez vite parce que l'article doit sortir demain matin. Donc, bon, bah, j'ai répondu à ces questions. Et puis, ce qui était marrant, c'est de voir qu'est-ce qu'allait être cet article. Et l'article a été posté là, sur Facebook, notamment, bon, sur leur site évidemment aussi. Et sur Facebook, ce qui a été très intéressant, moi, il y a plein de trucs que je trouve génial avec cet article. Géniaux, pardon. C'est que d'une part, quand on regarde juste l'image, là, on a l'impression que la dépêche dénonce l'imposture des vaccins. C'est incroyable. Après, il faut lire au-dessus l'imposture des vaccins, quelle est cette réunion anti-vax, machin, machin. Donc là, il discrédite. Mais si on regarde que l'image, ça donne presque l'impression que la dépêche prend position contre les vaccins. C'est incroyable. Et en plus de ça, si vous regardez les réactions, ça fait beaucoup réagir. 1248 commentaires et je dirais entre 90 et 95% qui vont dans mon sens. C'est énorme. Il y a un changement remarquable par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années seulement. C'est vraiment hallucinant. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que la journaliste, Emmanuelle Ray, m'a comment dire, a mis face à moi la voix de la science. Et la voix de la science à Toulouse, selon la dépêche, c'est Jérôme Marty. Alors, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Jérôme Marty ici. Moi, j'avais oublié qu'il était d'ici. J'avais complètement zappé qu'il était du coin. Et j'ai redécouvert, voilà, j'entendais plus parler de lui depuis des années. J'ai redécouvert qu'il était du coin grâce à cet article. Et Jérôme Marty, donc, il y a un médecin généraliste à Fronton. Je ne sais pas trop où c'est au nord de Toulouse, hein, c'est ça. Voilà. Et il est surtout président d'un syndicat, sans doute fantoche, l'Union pour une médecine libre et indépendante, je ne sais pas quoi. Enfin, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il promeut. Voilà. Et Jérôme Marty, en fait, il n'y a aucun argument contre moi dans cet article. Je suis juste présenté comme un autoproclamé éducateur en santé, Covid exilé. Ça, c'est oui, c'est effectivement comme ça que je me décris, puisque j'ai quitté la France pour l'Estonie en 2020, ayant été averti
un mois à l'avance de la date précise du deuxième confinement, voilà, par Senta de Poit, qui est une journaliste belge qui a ensuite qui est devenue plus tard présidente de la branche européenne de Children's Health Defense de Robert Kennedy Jr. Bref, donc elle a un bon réseau et elle m'a dit, Jérémy, c'est bon, dans un mois, il y a le confinement. Deuxième, j'ai dit, bon allez, je me barre. J'habitais à Nantes, en centre-ville à l'époque. Et c'était vraiment l'apocalypse zombie, la période Covid à Nantes centre-ville. Bref, en tout cas, Jérôme Marty, c'est la voix de la science. Et je vais faire un petit rappel sur ses propos. Vous connaissez le théorème de Jérôme Marty? Ça vous dit quelque chose? Alors, on va écouter ensemble ce théorème qui est vraiment de la science pure. Que vous pourrez répondre justement à ma médecin qui m'a dit que pour les jeunes notamment, peut-être qu'il va y avoir des effets secondaires plus tard dont on ne se rend pas compte parce que on est encore en phase de test par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer des jeunes comme moi ou répondre à ma médecin? C'est vrai, on est encore en phase de test. On est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors, vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années et des années, clairement, on ne le sait pas. Et donc, Jérôme Marty, il explique à la fille, là, il lui explique, elle demande, bah oui, mais comment on va faire maintenant? Est-ce que vraiment ces vaccins sont surefficaces? Parce que y a quand même, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Et il dit, si, nous avons beaucoup de recul, parce que comme il y a 1 milliard de personnes qui ont été vaccinées, ça faisait quelques mois, ça veut dire qu'on a l'équivalent de milliers d'années de recul. Alors là, c'est vraiment une incompréhension totale de la démarche scientifique, de la compréhension de la logique, des statistiques. Enfin, c'est le niveau zéro de la logique. Et c'est passé comme ça, sans trop de problèmes à la télévision. Et il n'y a eu aucune excuse après ça. Mais pire, il a récidivé un mois après, le 14 juillet 2001, dans Punchline sur CNews. Ça, c'était la blague Jérôme Marty. Donc, comme je disais, ce n'est pas complètement illogique qu'il ait dit des énormités comme ça à la télévision, parce que je vais revenir dessus plus tard. Mais les médecins ne sont pas des scientifiques. Grosse attention, hein. Là, je mets les pieds dans le plat. Les médecins ne sont pas des scientifiques. Et pire, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas scientifiques. Et ils n'ont pas les capacités de le savoir non plus, parce que leur formatage ne leur permet pas ça. Et ouais. Ouais. Donc ça craint, mais c'est une belle découverte de comprendre ça, puisque ça permet après de comprendre pourquoi il y a autant d'arnaques dans le domaine médical. Et ça, c'est très important. Les vaccins étant une petite partie de ça. Donc, merci pour... Voilà, OK. Alors, rapidement, je me présente pendant que la technique s'occupe de l'histoire. Donc, moi, contrairement à Jérôme Marty, j'ai fait des études scientifiques. Très rapidement. Juste, c'est très rapide. Moi, je suis normalien en chimie de l'École normale supérieure de Lyon. J'ai fait une année d'échange à l'université de McMaster en chimie physique au Canada, en Ontario. J'ai fait l'école du génie rural des eaux des forêts, les ponts et chaussées, c'est à côté de Paris. Et puis je pensais qu'il fallait changer le monde et que ça se passait par des institutions internationales. Donc j'ai fait des stages aux Nations Unies, à Beyrouth, à l'ESCOA, et à l'UNESCO, au siège mondial de l'UNESCO à Paris. J'ai fait un doctorat ensuite en recherche environnementale à l'Imperial College, qui est supposément une des meilleures universités au monde, à Londres. Et j'ai fini cette partie, entre guillemets, scientifique, académique ou reconnue, disons, au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en tant qu'ingénieur-chercheur. Voilà, ça a une petite expérience qui m'a fait rapidement comprendre que je n'étais pas fait pour avoir un chef. Voilà. OK. Et à côté de ça, j'ai fait, après la fin de cette partie scientifique et académique, disons, je me suis ouvert à d'autres choses, notamment à des formations en santé globale, ce qui passe par l'alimentation, les émotions, des techniques de santé naturelle, etc., etc. Et j'ai vu vraiment des résultats spectaculaires, notamment à un endroit où je me suis formé, qui s'appelle l'Institut de santé Hippocrate, en Floride, à West Palm Beach, aux États-Unis. Et j'ai eu un diplôme d'éducateur en santé. Donc je ne suis pas autoproclamé éducateur en santé, comme le dit Emmanuel Red, la Dépêche du Midi, puisque j'ai un diplôme.
Mais elle ne m'a pas posé de questions, Emmanuel Ray, là-dessus. Bref, voilà. Donc j'ai rencontré des gens là-bas incroyables, des guérisons spectaculaires de maladies incurables, etc., etc. Donc ça, c'était en 2013. Voilà. Et ce que j'adore faire, c'est déconstruire des mythes et des croyances, et même quand ça ne fait pas plaisir. Et il se trouve que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, y compris dans la dissidence. Parce qu'il y a des gens qui sont contre des choses, mais ils ne sont pas forcément intéressés par la vérité. Voilà, c'est deux choses différentes. Et même, ça c'est ma découverte, c'est que les gens réellement intéressés par la vérité, c'est une toute petite minorité des gens. Tout petit. Voilà. J'espère qu'il y en a parmi vous. Voilà. Donc ma démarche, c'est la recherche de la vérité, en matière de santé notamment, pas que. Je m'intéresse à d'autres sujets maintenant, la chronologie, le symbolisme, des choses comme ça. Et puis, j'essaie de vous présenter mes compréhensions et de vous inviter, vous aussi, à vous documenter et à découvrir le travail de chercheurs indépendants, sérieux. Et voilà, comme je vous ai dit, cette démarche de recherche de la vérité, elle n'est pas du tout courante. Voilà. Alors la démarche scientifique, déjà, croire en la science, c'est impossible. C'est un thème qu'on a énormément entendu partout pendant Covid. Quand on met les mots croire et science en même temps, c'est un oxymore en fait. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc quelqu'un qui dit je crois en la science ne peut pas être scientifique. C'est impossible. C'est un croyant, c'est quelqu'un qui est sectaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'un maître à penser, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la démarche scientifique. Donc la science, ça ne se croit pas, ça se discute, ça se teste. Et puis on la remet en question, évidemment. Et d'ailleurs, le débat scientifique, c'est la base. Enfin, normalement, quand il y a une démarche scientifique, il y a un débat et les gens peuvent s'engueuler. C'est arrivé très fréquemment à des congrès scientifiques pendant toute l'histoire des sciences que des gens en viennent carrément aux mains à se taper dessus. Donc, bon, c'est mieux quand on a des vrais arguments, mais ça peut aller jusque ça en tout cas. Voilà. Et puis la science, donc on utilise une démarche scientifique pour avoir la meilleure modélisation possible du réel jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Et si on voit qu'à un moment ça ne marche pas, faut mettre en question la théorie. Et puis on évolue, c'est comme ça. Et c'est difficile, exigeant, cette recherche de la vérité. Et alors ça, bon, c'est pour la question des virus dont je parlerai un petit peu après, mais il est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Et que si quelqu'un me dit si les licornes ça existe, je ne peux pas lui prouver que ça n'existe pas. Mais j'ai aucune preuve que ça existe. Voilà. Bon. Voilà. Et alors ça, c'est une très très grosse chose très importante et qui est très grave, entre guillemets, c'est croire que les revues à comité de lecture, c'est un gage de qualité. D'ailleurs, c'est comme ça que font les scientifiques, pardon, pas les scientifiques, les journalistes. Souvent, ils vont opposer le discours de quelqu'un à un article choisi dans une revue à comité de lecture. Ils vont dire la science dit que, or machin dit que, donc il a tort. Voilà, si c'est pas en accord avec ce que dit l'article. Bref. Et donc les revues, en gros, ça publie ce qui va dans le sens du dogme. Et ça, en fait, c'est une forme de censure. Une censure, comment dire, bien foutue, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une forme de censure. Et les relecteurs, parce que ça passe, quand il y a une comité de lecture, il y a des pairs qui sont là pour relire et pour valider ou demander des précisions, etc. Et en fait, les relecteurs, très souvent, ils ne laissent pas passer ce qui va contredire leurs propres travaux. Parce que souvent, en général, on fait appel à un expert qui est membre du comité de lecture. Et s'il voit un truc qui ne va pas du tout dans le sens de ses travaux, il va dire non, ça, je refuse. Il ne passe pas cet article avec moi. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a plein de choses qui n'avancent pas d'un point de vue scientifique. Voilà, donc il y a plein de conflits d'intérêts, évidemment. Et puis, voilà, ce processus de peer review, la revue par les pairs, c'est principalement une forme de censure, comme je l'ai dit à l'instant, et ça empêche réellement la discussion et le véritable débat scientifique. Et c'est même pas que moi qui le dis, c'est carrément Richard Houghton, qui était le rédacteur, qui est toujours le rédacteur en chef du Lancet, qui est un peu le journal de référence en médecine, qui lui-même disait que l'argument contre la science est simple. Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, moi je pensais plutôt 90%, peut tout simplement être fausse. Voilà, carrément. Voilà. Et donc tout ce qui est no fake med, etc., parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux qui se déclarent no fake med, en général, c'est des gens qui n'ont rien compris de tout ça. Et donc, ils sont là pour défendre le dogme, et notamment le dogme vaccinal, par exemple. Voilà. Bref, donc je ne vais pas tout lire, mais bon, sachez que pour ce qui concerne les vaccins, il n'y a jamais d'études scientifiques des vaccins. C'est toujours des études qui ne relèvent pas de la science. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de placebo, il y a des biais énormes en permanence, il y a des conflits d'intérêts partout. Enfin, ça ne vaut strictement rien. Voilà. Et en général, même pour quel que soit le produit médical, au-delà de 5% d'amélioration par rapport au placebo, quand il existe,
on estime que le traitement est efficace. C'est incroyable. Bref, donc on bidouille les statistiques en permanence, on élimine les gens chez qui ça se passe mal parce que on veut pas les montrer ceux-là, donc on les met de côté. Et puis après on s'arrange pour présenter des résultats qui donnent une illusion de science, mais en fait ce sont des publics communiqués en réalité. Voilà. Donc les journaux scientifiques en réalité ce sont comme des magazines de publicité des produits que l'industrie pharmaceutique veut mettre en avant, tout simplement. Voilà. Et donc, le côté scientiste et sectaire de la médecine actuelle fait arriver des extrémités. Et ça, c'est Martine Gardenal, qui est l'actuelle présidente de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui m'avait dit qu'elle avait entendu, à l'époque, c'était la sous-directrice, je crois, de l'Ordre des médecins au niveau national, qui avait dit à la télé « Je préfère mourir scientifiquement qu'être guéri, donc IE plutôt, de façon charlatanesque ». Et ça, c'est un discours qui est complètement sectaire. Vous voyez, c'est-à-dire que la personne, elle préfère ses croyances qu'elle appelle scientifiques, mais elle n'a pas les moyens de savoir que ce n'est pas scientifique parce qu'elle est médecin, qu'être guérie de façon charlatanesque. Donc, ce qu'est le charlatanisme, c'est ce qui n'est pas validé par la, entre guillemets, science médicale. Bref. Donc, on est vraiment dans une démarche hyper sectaire qui peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie pour la cause de sa secte. C'est quand même, c'est pas mal. Voilà. Et je rappelle cet adage, qui n'est pas écrit comme ça au tableau, mais il est dans tous les cours de médecine, c'est qu'un patient guéri est un client perdu. Ah oui. Voilà. Donc c'est le premier jour à l'école, à la fac de médecine, mais c'est en fait tous les jours comme ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les études médicales ne peuvent pas être considérées comme des études scientifiques, mais comme du formatage, afin de former les pions de l'industrie pharmaceutique, et rares sont ceux qui en sortent indemnes. Alors moi, pour le coup, je félicite et je suis admiratif des médecins qui arrivent à se rendre compte de l'arnaque de leurs études. Et il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ces gens-là, franchement, je les trouve extraordinaires. Il y en a quelques-uns quand même. Mais waouh, franchement, réussir à sortir de ce traumatisme, à se remettre en question, à se rendre compte qu'on était pris pour un imbécile, pour devenir l'outil d'un gros truc comme Big Pharma, c'est vraiment chapeau. Ceux qui arrivent, chapeau. Ok. Et bon, l'arrivée de l'IA va faire très très mal puisque franchement, 95% des médecins, on peut les remplacer par quelques petites recherches d'IA, ça va être très très simple. Voilà. Bref, et je reviendrai tout à l'heure, mais la médecine moderne, en fait, est un outil de contrôle. Ça, il faut vraiment comprendre ça. C'est pas là pour soigner réellement, c'est un outil de contrôle. Alors, maintenant, on va vraiment arriver au sujet de la vaccination. Et la France, en termes de vaccination, c'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment un cas très 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 particulier. Voilà. Moi, j'ai fait une interview il y a 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Non, pardon. L'interview est plus récente, mais c'était il n'y a qu'un an. Par contre, c'est le bouquin qui date de 2023. L'inquiétante histoire des vaccins, c'est vraiment très intéressant. Donc, Marc Menant, c'est un journaliste. Il a fait à peu près tous les médias qui existent. Il est passé de France Inter à Europe 1, la télé, enfin tout. Et maintenant, il est sur CNews. Et il parle beaucoup d'histoire et il a une vision très critique de la médecine et notamment des vaccins. Et c'est ça qui m'a interpellé parce que c'est la seule personnalité de ce niveau médiatique-là qui l'a dit publiquement sans aucun problème. Alors, il y a eu aussi un peu Isabelle Adjani qui avait dit qu'elle n'avait surtout pas fait vacciner son enfant. Elle avait dit ça sur France Inter avant Covid, je pense, vers 2019. Mais elle ne s'est pas éternisée dessus, ce n'est pas son sujet, disons. Mais lui, il a carrément sorti un bouquin dans lequel, il explique les vaccins, c'est une arnaque, en gros. Les Pasteur, c'est une arnaque aussi. Et là, toucher à Pasteur en France, waouh! Là, il remet en question une figure, le gourou de la secte, disons, le prophète de la secte vaccinaliste. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas le premier à le faire, en fait. Il y a un Américain, son prénom c'est Gerald Jason, qui a consulté, comme Marc Menant d'ailleurs, les carnets de Pasteur. Louis Pasteur avait des petits carnets dans lesquels il écrivait des trucs qui ont été planqués à sa mort. Planqués. Et il fallait que ce soit planqué pendant je ne sais pas combien de temps. Et son petit-fils, qui s'appelle Paul-Louis Pasteur, Valéry, machin, bref, qui a été député, je crois, d'ailleurs, dans les années 1960, il a autorisé qu'on puisse accéder au carnet de Louis Pasteur. Et donc, des chercheurs se sont précipités dessus, à la Bibliothèque nationale de France, dont ce fameux Gerald Jason, un Américain. Et c'est peut-être plus facile pour des Américains de faire ce boulot que des Français, parce que les Français, ils ont la conviction absolue que Louis Pasteur est un héros, un énorme scientifique, etc. etc. Et en fait, il s'est rendu compte, ce Jason, là, que dans les carnets, on pouvait voir la fraude
des expériences de Louis Pasteur, carrément. La fraude totale, le n'importe quoi, que dénonce aussi Marc Menand donc, dans son bouquin. Et une des fraudes fondamentales, c'est celle du vaccin contre la rage, avec le petit Joseph Meister d'Alsace. En fait, il y a tout un contexte historique particulier, puisque c'est après la guerre de Prusse et l'Alsace qui redevient allemande, etc. Donc il y a un conflit entre la France et l'Allemagne. Et là, il y a un petit Alsacien, je ne sais plus exactement quelle est la situation du moment précise, mais en tout cas, un Français à Paris vient soi-disant sauver un petit Alsacien qui n'est pas du côté des Allemands, quoi. Donc à ce côté-là, mais surtout, soi-disant, Joseph Meister a été mordu par un chien qui a la rage, soi-disant, mais il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucune preuve que le chien avait la rage. Aucune. Donc en fait, il y a de très fortes chances que ce Joseph Meister a été sauvé de rien du tout. Il a survécu au traitement de Louis Pasteur. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui sont passés entre les mains de Pasteur. Pasteur a tué des dizaines de personnes, ça on n'en parle pas. Voilà. Par contre, le petit Joseph Meister, lui, il a été soi-disant sauvé, etc. C'est le premier d'une longue série de personnes sauvées par Pasteur, mais c'est un mythe total. Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a jamais eu d'analyse réelle du chien pour savoir s'il avait la rage ou pas. Une maladie extrêmement rare à l'époque déjà. Enfin, c'est une mythologie complètement bidon sur un truc qui est marginal pour faire croire qu'il y avait une avancée spectaculaire scientifique. Mais c'est complètement faux. Ce petit bouquin est un bijou. Ça s'appelle « Vaccination, la grande illusion » de René Bickel, qui est un Alsacien d'ailleurs, près de Colmar, qui fait ses illustrations et ses BD, et dans lesquelles il dénonce et il fait passer plein de messages sur la santé notamment. Et là, franchement, ce bouquin, je le trouve génial parce que c'est très, très référencé, c'est un vrai gros travail qu'il a fait. Et en plus, il y a une vulgarisation géniale de l'arnaque de la vaccination et de Louis Pasteur notamment. Et là, on voit en fac de médecine, voilà, la répétition de ces phrases complètement fausses, mais à force d'être répétées, elles deviennent vraies. Les vaccins ont fait régresser les épidémies, les vaccins protègent, les vaccins sont sans danger, etc. Et c'est répété, c'est répété. C'est vraiment le formatage comme ça continue. Et ça continue aujourd'hui. Hein, c'est pas, voilà, Alors, j'ai fait une interview, ça je vous recommande de la regarder aussi, de Sophie Guillot, qui est une militante dans le sud-est plutôt, de la réalité de la vaccination. Et on a fait cette vidéo il y a un peu plus d'1 an sur la terrible sélection française. Et je vais revenir un petit peu sur le cas français. Donc ça, avant 2018, il y avait une obligation vaccinale que diphtérie, tétanos, polio, DTP. Voilà. Le BCG était encore un peu recommandé, mais n'était plus obligatoire. Il était obligatoire pendant 50 ans quasiment. Puis à un moment, tout d'un coup, en fait, bon. Voilà. Dans certains pays, il était interdit. Notamment en Scandinavie, et ils ont dit BCG, mais ça, c'est... On n'en veut pas de votre vaccin pourri, là. Par contre, c'était un vaccin qui était très donné à l'Afrique pour les sauver. Voilà. C'est sympa. Hein. Des cadeaux comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, avant 2018, pendant quelques années, il y avait 3 vaccins obligatoires. C'était 3 doses, 2 mois, 4 mois, 11 mois. C'est fini. Et tout ce qui était après, c'était des rappels recommandés, mais non obligatoires d'ailleurs. Hein. La plupart des gens ne le savaient pas parce que l'information était tellement confuse, c'est tellement le bordel. Les gens, par facilité, ils font tous les vaccins qu'on leur dit parce qu'ils ne veulent pas trop s'opposer au médecin qui est un peu un dieu vivant et un grand scientifique. Voilà. Donc ça, c'était avant 2018. Alors, le petit problème, vous vous souvenez de cette histoire ? En fait, c'était impossible de trouver que des T-polio en France. C'était forcément 6 vaccins. C'était dès 2015 comme ça. Il y avait des pénuries. Pas de chance. Hein. On ne peut pas acheter les 3 vaccins pour 10 balles. On est obligé de prendre le hexavalent, donc 6 maladies, soi-disant, qui coûtent 5 fois plus cher. C'est vraiment pas de bol. Hein. Sa pétition, qui a recueilli près de 500 000 signatures en une semaine, risque d'alarmer les jeunes parents. Le professeur Joyeux y dénonce le retrait du marché en 2008 du vaccin obligatoire, le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Aujourd'hui, le seul produit disponible regroupe 6 vaccins, le DTP associé à 3 autres non obligatoires. Il y a des risques incontestables qui ne sont pas liés au DTP, bien qu'il y ait quand même eu de temps en temps des complications, mais qui sont liés en particulier à celui contre l'hépatite B. Pourquoi voulons-nous vacciner des enfants contre ces 3 maladies supplémentaires? Tout simplement parce qu'on a créé ce vaccin hexavalent qui vaut
7 fois plus cher en faisant croire aux familles que les gosses en ont besoin. Accusation que la ministre de la Santé elle-même rejette en bloc, dans un contexte de suspicion grandissante vis-à-vis des vaccins. La baisse de la couverture vaccinale inquiète les autorités. La vaccination, ça ne se discute pas. Il ne faut pas avoir de doute par rapport au vaccin, ce qui n'exclut pas la transparence, la recherche pour toujours améliorer la qualité de nos vaccins. Ma vie a complètement basculé un mois seulement après le vaccin. Hasard du calendrier, ces malades ont déposé aujourd'hui leur demande d'indemnisation à l'État. Ils souffrent de myofasciite à macrophages, une maladie neuromusculaire invalidante liée à l'aluminium des vaccins. Pour Florence Berrier, c'était après une vaccination contre l'hépatite B. C'est des douleurs qui cinglent dans le bassin. Quand la fatigue vous tombe dessus, vous avez l'impression de devenir un bloc de béton. Donc vous n'avez plus de réaction. S'il y a des effets indésirables, ils doivent être indemnisés, sinon on ne parle pas de politique vaccinale qui laisse sur le côté de la route une bonne partie de ses victimes. L'association réclame elle aussi le retour sur le marché du vaccin DTP sans aluminium. Donc, c'était le 29 mai 2015 sur Soir 3, donc France 3. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le reportage, c'est que la journaliste, elle dit comme ça, la myofasciite à macrophage, donc une maladie très invalidante, c'est lié à l'aluminium des vaccins. Wow. Étonnant, c'est assez marrant qu'elle ait dit ça, cette journaliste. Et donc, il y a eu une pétition à l'époque, qui n'était pas de Henri Joyeux, mais qui l'a promue. Et cette pétition a eu un retentissement énorme. En fait, il y a eu 500 000 signatures en quelques semaines. Et donc, il y a eu, un peu un débat, vaguement. Mais la pétition, attention, elle demandait un vaccin DT polio simple et sans aluminium. Ça me gêne un petit peu. Pourquoi vouloir un truc qui ne sert à rien et qui n'est pas sans danger de toute façon? Je précise d'ailleurs René Biquet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a écrit cette BD sur l'illusion des vaccins. Lui, il ne s'était jamais posé de questions sur les vaccins jusqu'à son service militaire. À son service militaire, il y a eu une tournée, tous ses camarades se sont fait vacciner avec lui. Ils étaient une centaine, je crois. Il y a eu 2 morts. 2 morts. Alors, ils ont dit que c'était le hasard, coïncidence, etc. Mais là, il a dit, là, il y a un truc qui s'est passé. Alors peut-être qu'il y a eu un problème avec le lot, ça fait beaucoup de morts. Je ne sais plus quel était le vaccin en question. Mais là, il y a eu un choc de sa part qui l'a amené à se poser des questions. Et une fois qu'on déroule, qu'on commence l'enquête, on se rend compte que les vaccins, c'est une arnaque. Et tous les vaccins. Donc le problème avec cette pétition, pour moi en tout cas, c'est que ça demande de remettre sur le marché un vaccin trivalent, DT polio, et pas hexavalent, et sans aluminium, comme si le seul problème de ce vaccin, c'était l'aluminium. Comme s'ils étaient efficaces en plus. Je cherche toujours les preuves que c'est efficace. Bref. Voilà. Et donc, cette pétition, en tout cas, a eu beaucoup de signatures. Mais moi, ce que je lis derrière, c'est on les aime quand même bien, nos vaccins. Et que 3, mais on les aime bien. Donc à l'époque, je n'avais pas du tout parlé de ça. Enfin, j'avais pas le temps de m'occuper de ça non plus. J'avais trop de trucs à faire. Mais en tout cas, j'ai pas du tout relayé parce que je me disais c'est bizarre. Je me sens pas à l'aise avec ça. Bref. Alors là, attendez. Autre petit documentaire qui est 6 mois après. C'est Envoyé spécial du 11 février 2016. Se soigner à quel prix sur France 2. Donc une grosse émission, grosse écoute. Et là, il y avait un dossier. Un questionnement sur les vaccins, pourquoi il y avait cette pénurie, etc., etc. Et là, ils sont allés fouiller du côté de GSK en Belgique. Et là, c'est pas joli. Au siège français de GSK, un des laboratoires qui commercialise ces vaccins à 6 doses, aussi appelés hexavalents, je suis reçue par 2 dirigeants de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de vente forcée pour certains parents ? Disons que aujourd'hui, les parents, c'est vrai qu'ils ont un choix limité. Ils ont un choix limité. Je crois que c'est aussi parce que ça répond à un enjeu de santé publique qui est celui de protéger contre l'hépatite B. Il y a quand même un surcoût. Le vaccin hexavalent est plus cher que le vaccin pentavalent. Encore une fois, c'est pas du tout ce qui dit nos choix. Je préférerais avoir une offre vaccinale complète et globale, afin que chacun, si je puis dire, fasse ses choix en termes de vaccination. Mais ce choix, justement, son laboratoire a apparemment tout fait pour que nous ne l'ayons pas.
C'est ce que j'ai découvert sur cette vidéo que je me suis procurée. Elle date de juin 2012. Jean Stéphane, qui a dirigé la branche vaccin de GSK pendant 23 ans, y prend la parole devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer comment il a réussi dans les affaires. Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Et il a commercialisé des vaccins multiples parce qu'il les trouvait beaucoup plus rentables. Jean Stéphane, qui est le directeur de GSK, donc une très grosse boîte pharmaceutique, il explique comment GSK a racheté tous les brevets à des petites boîtes du vaccin hépatite B pour avoir un monopole total. Ensuite, il ne le dit pas, mais en fait, ils ont fait du lobbying pour que certains pays imposent le vaccin contre l'hépatite B. Et du coup, ils sont obligés d'avoir les autres avec. Ils sont obligés d'avoir plusieurs vaccins et pas que, soi-disant, la souche des autres maladies. Bref. Et il dit, donc c'est comme ça qu'ils sont devenus successful. Et Jean Stéphane, donc c'est un grand industriel belge qui a reçu le titre de baron à vie de la part du roi Albert II. Et donc, des gens, vraiment des crapules hallucinantes, félicités pour leur arnaque totale des gens et leur, j'ai envie de dire, les dommages qu'ils créent sur la santé publique. Enfin, c'est hallucinant. Donc je reviens un peu sur l'histoire parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Le fait qu'on soit dans la situation actuelle, c'est pas le hasard, c'est pas le au gré de je ne sais quoi que les choses se produisent. C'est des choses très réfléchies, très stratégiques et qui font que voilà, on a ce cas bizarre de la France. Donc 2016-2017 tournant. Il y a une concertation citoyenne sur la vaccination, initiée par Marisol Touraine, que vous avez entendu tout à l'heure, qui a dit « la vaccination, ça ne se discute pas ». Voilà. Donc là, il y a une discussion. En janvier 2016, donc avec l'objectif affiché de répondre à la défiance croissante envers les vaccins en France, c'est-à-dire la baisse des couvertures vaccinales, les hésitations, controverses sur l'aluminium, enfin controverse, voilà, comme s'il y avait un... Voilà. Peut-être que l'aluminium, en fait, est bon pour la santé, tout d'un coup. Voilà. Et il fallait associer directement les citoyens à la réflexion au-delà des seuls experts. Alors, je précise que la personne qui représentait les citoyens, elle-même était une ancienne infirmière, spécialiste en droit, et donc complètement formatée, et pour les vaccins, dans tous les cas. Donc, elle s'appelle Claude Rambaud, et donc pas du tout neutre, pas du tout. Donc, c'est elle qui représentait les citoyens. Voilà. Et donc, il y a eu un rapport présenté en fin d'année 2016 avec une recommandation, surprenant, vous allez voir, d'une levée totale des obligations vaccinales à long terme pour restaurer la confiance. Mais, alors le mais est important, en passant d'abord par un élargissement temporaire des obligations, c'est-à-dire passer de 3 à 11 vaccins, un élargissement assorti d'une clause d'exemption, une clause de conscience. Là, on se dit, bon, il y a une porte de sortie quand même. Et ça, c'est les techniques de manipulation. Ils savent ce qu'ils font, hein, les gars. Ils sont très, très forts. Donc, on continue sur le tournant. Juillet 2017, là, Agnès Buzyn, c'est elle maintenant la ministre. Macron est passé au pouvoir. Elle annonce publiquement que le gouvernement travaille sur une clause d'exemption pour les parents qui seraient farouchement opposés à la vaccination. Alors, on est toujours là-dedans, très bien. Okay. Patatras. Ah, zut. Elle confirme en fait qu'il n'y aura pas de clause d'exemption. Tout compte fait. Et, mais pas de sanction, donc pas d'exemption, ça sera obligatoire, mais pas de sanction. On ne sait pas trop. C'est du en même temps, là. C'est la schizophrénie totale. Bref, et finalement, le 30 décembre 2017, donc la veille de la Saint-Sylvestre, pendant que tout le monde est occupé à faire ses courses pour le réveillon, il y a un vote définitif de la loi, la programmation, je ne sais plus quoi, de sécurité sociale, loi de financement, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui dit que maintenant, ça sera 11 vaccins obligatoires dès le 1er janvier 2018, donc 2 jours après. Et seule une contre-indication médicale reconnue permet d'échapper à l'obligation. Une contre-indication médicale reconnue, en gros,
Cherchez bien, bon courage. C'est une allergie très forte à un des ingrédients, ce qui est très rare, et un ancien accident vaccinal qui a été reconnu comme tel, ce qui est très rare, c'est jamais reconnu. Donc en gros, même si quelqu'un a une encéphalite myalgique après une vaccination et que c'est reconnu comme vraiment causé par la vaccination, il pourra échapper aux autres vaccins obligatoires. Mais en gros, c'est tout. Donc très compliqué. Et l'année 2017, on a eu vraiment l'assistance des médias de propagande d'une façon hallucinante. Et notamment Le Monde, que j'appelle l'Imonde maintenant, il y a eu cet article qui date du 1er août 2017. L'efficacité des vaccins à 11 questions. Le Monde détaille l'impact important qu'a eu en France la vaccination sur les pathologies ciblées par des vaccins obligatoires et recommandés, données à l'appui. Et ils sont là pour contrer les nombreuses rumeurs. Voilà. Et notamment, donc, ils font cette propagande anti-scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est anti-scientifique. De montrer ce genre de graphe, là, vous voyez. On se dit, ah oui, vaccin introduit en 68. Ouais, grâce au vaccin, c'est bon. Et c'est grâce au vaccin, ça, c'est sûr. Ils font ça pour tous les vaccins. Ils montrent un graphe qui commence à partir des années 80. Et puis, on voit le vaccin avant, on se dit, bah, c'est bon, c'est évidemment. Enfin, c'est corrélation n'est pas causalité, mais là, quand même, ouais, c'est causalité. Ouais, voilà. Et donc, ils sont vraiment là pour défendre l'efficacité des vaccins des 11 maladies, qui ne sont pas encore obligatoires. Hein. Ils préparent le terrain. Hein. Ça va être obligatoire dans 6 mois. Enfin, ils savent. Hein. Ils sont là pour participer. C'est vraiment la collaboration totale et active. Et donc, à partir de 2018, et là, gros changement, on passe donc d'abord, on n'avait que DTP, qui était introuvable. Et maintenant, on passe à 11 vaccins obligatoires. Voilà. Donc là, la liste des injections s'agrandit quand même fortement. Je rappelle encore une fois quand même qu'à partir de 6 ans, c'est plus obligatoire, ce sont que des recommandations. Je rappelle ça, parce qu'il y a plein de gens, ils pensent qu'ils doivent faire cela. Non. Même si votre vaccin vous fait croire que c'est obligatoire, c'est pas vrai. Il est probable que votre médecin ne soit pas au courant. Alors, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que votre médecin il touche un petit peu d'argent quand il y a plus de vaccinés. Pas beaucoup. Mais combien 5 €. Mais bon, 5 € plus 5 €, ça fait des milliers de... pas d'années de recul, mais des milliers d'euros à la fin de l'année. Voilà. Alors, est-ce que c'est un projet nourri de longue date? Bah ouais, en fait. Il y a un réseau derrière Emmanuel Macron. Un réseau... Macron, il est sorti, et c'est tout à fait public, en fait. Hein. Jacques Attali, il a dit, c'est moi qui l'ai créé, Macron. Mais c'est pas le seul, en fait, il y en a plusieurs qui sont un peu derrière. Il y a Jacques Attali, mais il y a aussi Serge Weinberg, qui était avec lui à la commission Attali en 2007. Et à l'époque, il était président du conseil d'administration du groupe Accor. Et ensuite, il est devenu président du conseil d'administration de Sanofi, géant pharmaceutique français. Il est toujours très copain avec Macron. Et en août, donc je vous ai dit, en août-septembre 2017, ce qui s'était passé, le gouvernement fait machine arrière. Agnès Buzyn confirme qu'il n'y aura pas de clause d'exemption. Et en même temps, ou peu après, il y a ce vote... pardon, c'est pas ce que je me suis planté. Oui, il y a eu autre chose aussi en 2010, ou c'est après, c'est en 2018, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Je reviens, je continue sur la suite des vaccins, et après je vais revenir un petit peu en arrière. Donc depuis le 1er janvier 2025, il y a eu un 12e vaccin obligatoire. C'est celui-là. En gros, ils ont passé du, je sais plus quoi, méningocoque C à ACWY, et ils ont rajouté méningocoque B. Voilà. Donc, il y a eu quelques petits changements, mais en gros, on rajoute une ligne. Et après, j'ai envie de dire, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il y a rotavirus, il y a HPV, il y a grippe, il y a Covid-19, il y a Zona. Et puis, maintenant, avec les supposées nouvelles technologies ARN, en 6 mois, on fait un nouveau vaccin. Parce que c'est différent, c'est sûr, efficace, tout ça. Puis ça va vite. Bref. Donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et donc, je voulais y revenir. Voilà, c'est ça que je voulais dire juste avant. C'est qu'il y a un groupe qui n'est pas très connu, hein. Le groupe Dolder. Dolder, ça vient d'un hôtel à Zurich où a eu lieu la première réunion au Dolder Grand Hotel de Zurich dans les années 70. Et c'est un peu le Bilderberg de Big Pharma. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Bilderberg. C'est un groupe des ultra puissants qui se réunissent tous les ans et qui décident en gros comment diriger le monde et comment contrôler les gueux. En gros, c'est ça. Et ils mettent en avant, ils invitent régulièrement des nouvelles personnes que personne ne connaît. Et 2 ans plus tard, ils sont Premier ministre, président, etc. Bref, grâce à des élections démocratiques. Voilà. Alors, c'est un forum très discret.
très très discret, et privé, qui réunit donc depuis la fin des années 70 les PDG des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. Donc c'est 20-30 personnes, hein, c'est pas grand monde. Hein. Ils se réunissent une à deux fois par an dans des lieux confidentiels. Donc il n'y a pas de liste qui vient, on ne sait pas quand c'est, on ne sait pas où c'est, ou quasiment jamais. Sauf en 2018. 2018, première réunion de ce club en France, à l'Élysée carrément, avec l'argent des Français, tant qu'à faire. Et moi, je me demande s'il n'y a pas eu un espèce de remerciement, enfin un échange de bons procédés, etc. Puisque c'était juste après les 11 vaccins obligatoires, hein, qui apparaissaient en France, et juste avant la préparation du déremboursement de l'homéopathie, parce que je ne pense pas que Boiron soit invité à ces réunions, hein, je ne pense pas. Et donc Agnès Buzyn, donc à peine un mois après, elle a saisi la Haute Autorité de Santé pour faire une évaluation scientifique, j'aurais dû mettre des guillemets, de l'utilité du remboursement de l'homéopathie. Et après, ça a été, donc, ils ont commencé le déremboursement en 2020. Alors maintenant, pour vous montrer à quoi ressemble la science des vaccins en Europe, donc en fait, c'est très variable, la science. C'est sa géométrie variable. Donc la plupart des pays européens, il n'y a aucune vaccination obligatoire. C'est comme ça dans la plupart des pays. Et il y a quelques exceptions. La France, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, ou l'Italie aussi, où on a 11 à 14 vaccins obligatoires. La Lettonie est la championne. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelqu'un dans une famille lettonne influente qui doit avoir beaucoup d'actions chez Big Pharma, je ne sais pas. Et en Estonie, vous avez vu, 0 vaccin obligatoire. 0. Et ils n'emmerdent pas les enfants. Alors, dans certains pays, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en Belgique, il y a un vaccin obligatoire, mais en réalité, si on veut mettre son petit à la crèche, il faut faire ça. La réalité est un peu plus complexe. Par contre, en Espagne, c'est 0, et je crois qu'ils n'emmerdent pas les enfants. On a le droit de dire non. Et en Italie, il y a 11 vaccins obligatoires, mais si on ne les fait pas, on paye une amende. Voilà. Donc une Italienne m'a dit ça récemment. En fait, tu ne vaccines pas ton enfant, tu auras une amende, tu payes l'amende, puis 3 ans après, ils reviennent, tu as une autre amende. Et puis à partir de 7 ans, ils arrêtent. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref. Donc voilà, donc c'est pourquoi il y a autant de différences en termes de vaccination obligatoire? Pourquoi chaque pays a sa science? Peut-être qu'il n'y a aucune base scientifique, en fait, tout simplement. Peut-être ça. Alors sachez aussi que certains pays, notamment les pays du Nord, il n'y a pas besoin d'avoir de vaccin recommandé, obligatoire, parce qu'en fait, les gens le font. Si on leur dit qu'il faut faire les vaccins, 95% des gens le font. Voilà. Au Portugal, je crois que quasiment tout le monde est vacciné. Je ne sais pas pourquoi. C'est une exception en Europe, mais quasiment tous les Portugais se font vacciner. Incompréhensible. Bon. Voilà, puis pareil, après, on voit, selon les pays, les moments où on fait les vaccins n'ont rien à voir. Parfois, il faut faire ça à la naissance. Parfois, il faut faire ça à 11-12 ans pour l'hépatite B. Enfin, c'est complètement aléatoire, en fait. Voilà. Pareil pour d'autres maladies, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors maintenant, je vous ai montré en gros que tout est un peu n'importe quoi au niveau des obligations vaccinales, qu'il y a sans doute des agents cachés. Maintenant, je vais passer à la partie « Les vaccins ne protègent pas des maladies qu'ils sont censés prévenir ». Alors ça, c'est un bouquin vraiment que je recommande absolument. Pour moi, c'est le meilleur sur la vaccination. Il s'appelle « Vaccination, la grande désillusion ». C'est des Américains qui l'ont écrit. Susan Humphries, qui est médecin, je crois, hépatologue ou gastroentérologue, je ne me souviens plus. Et Roman Bystrianyk, qui est informaticien, mais en fait, c'est lui qui a initié ce bouquin-là. J'ai pu discuter avec lui. Et c'est lui qui s'est intéressé tout simplement à regarder les historiques de statistiques de mortalité des maladies pour lesquelles il y avait des vaccins. Il a fait plein de graphes comme ça pour regarder comment évolue la mortalité pour telle maladie dans le temps, en fonction, et voir où intervient la vaccination pour ça. Et ce qui est aussi très très intéressant, ah oui, ça c'est pour moi fondamental, c'est qu'en fait ça remontre à quoi ressemblaient les conditions de vie et les conditions sanitaires il n'y a pas si longtemps que ça, fin 19e, début 20e. Et en fait, je pense qu'on a oublié, mais fin 19e, début 20e, il y a plein de gens qui vivaient dans une pauvreté, je parle des pays occidentaux, hein, une pauvreté vraiment crasse, on n'imagine même pas les conditions, avec un accès à la nourriture de qualité très très limité dans les grandes villes, avec des habitats complètement insalubres, pas de système d'égout, pas d'eau courante, vraiment des conditions qu'on n'imagine pas, qui étaient là il y a seulement 150 ans. À peu près. Et alors j'en parlerai peut-être un tout petit peu après, mais très peu de gens savent ça, mais les débats sur la vaccination, c'est très ancien en fait. En fait, c'est dès le début de la vaccination.
Ça a toujours été étouffé, ça a toujours été discrédité, mais ça a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il y a eu cette très grande manifestation en Angleterre, à Leicester, le 23 mars 1885, qui a réuni quasiment 80 000 personnes, donc un truc énorme. Et c'était contre l'obligation de vacciner contre la variole. Parce qu'à l'époque, en Angleterre, il y avait une vaccination généralisée contre la variole. Parce que Edward Jenner, c'est un Anglais, c'est lui qui a inventé plus ou moins le vaccin contre la variole, etc. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'au moins, il n'y ait plus de mise en application de l'obligation de ce vaccin contre la variole. Et tout le monde s'est dit, bah, c'est bon, Leicester, ils vont tous crever de la variole, vu qu'ils ne sont pas vaccinés. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Hasard. Le hasard a fait qu'ils ont survécu. Et en fait, ils ont été beaucoup moins impactés par la variole à Leicester que les autres villes, parce qu'ils avaient une approche moins débile, en fait, tout simplement. Donc, grand succès. Donc, il n'y avait pas de vaccin, mais c'est plus travailler sur les conditions d'hygiène et de vie, etc. Et puis, en fait, les choses se sont faites naturellement. Alors, donc, tout à l'heure, on a vu comment Le Monde faisait ses graphes. Il regardait à partir de là, en gros. Et il disait « vaccin, donc ça ». Voilà. Donc ça, c'est une vision, enfin, c'est comment faire un focus sur une période qui arrange, donc un biais gigantesque, et faire croire qu'il y a un lien entre la vaccination et la baisse de la mortalité liée à ce vaccin. Alors, Roman Bystrianyk, l'auteur de ce livre dont je vous ai parlé, « Vaccination, la grande désillusion », lui, il est remonté plus loin. Il s'est dit, bah, on va regarder en réalité, enfin, voilà, on ne va pas s'arrêter à 1960, on va regarder avant. Et là, on voit que entre 1900 et début 20e, en gros, on tourne entre 6 et 14 morts pour 100 000 habitants, ce qui n'est pas non plus gigantesque, hein, c'est pas non plus l'hécatombe, mais bon, quand même, il y en a. Et on voit que bien avant la vaccination, ça a déjà chuté, mais énormément. Enfin, c'est plus vraiment un sujet de santé publique. Et puis les vaccins arrivent, ça stagne un peu, ça diminue moins, et finalement, ça diminue plus tard. Voilà. Bon, c'est un peu... là, on a du mal à se dire, tiens, enfin, j'arrive pas en voyant ça à me dire, tiens, les vaccins ont vraiment permis la réduction de la rougeole. J'arrive pas à le voir. Enfin, je sais pas vous. Vous dites là, ah ouais, le vaccin contre la rougeole, ah ouais, heureusement qu'il est là. Je pense pas qu'on puisse se dire ça. Mais en fait, c'est comme ça pour toutes les maladies pour lesquelles il y a des vaccins. Et là, pareil pour la coqueluche. Voilà, la coqueluche devient quelque chose de marginal au moment où le vaccin se répand. Voilà, là avec les chiffres. Donc, avant que le vaccin contre la rougeole arrive, il y avait déjà une diminution de la mortalité de la maladie de presque 99%. Enfin, c'est vraiment c'est marginal la fin là. Et donc là, c'est une petite blagounette. Il y a un compte qui s'appelle Vaccinologie, l'église de Vaccinologie sur Twitter. Je les trouve marrants. Et là, ils montrent comment les pro-vax, en gros, ils analysent les choses. Donc là, c'est la courbe de la mortalité de la rougeole au XXe siècle en France. Donc on voit que ça s'effondre. Le vaccin est autorisé sur le marché en 1966. Tant qu'il n'est pas obligatoire, tant qu'il n'est pas sur le calendrier vaccinal, on peut parler d'hécatombe. Hein, là, c'est l'hécatombe. Et grâce au vaccin rajouté sur le calendrier vaccinal, les décès deviennent rares. Vous voyez, c'est juste une histoire de positionnement. Voilà. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de vaccin. Par exemple, le scorbut. Vous savez, le scorbut, c'est lié à une carence en vitamine C. Maintenant, c'est connu. Et pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était une maladie contagieuse. Dans un bateau, il y avait une première personne qui commençait à avoir des saignements des gencives, une fièvre, des délires, enfin des trucs, des symptômes vraiment horribles. On l'isole. On se dit, il ne faut pas qu'il nous contamine les autres. Puis un deuxième, puis un troisième, puis après, il y a tout l'équipage qui a ces saignements, ces symptômes. Ils se disent, merde, on n'a pas isolé assez tôt le gars, enfin, c'est horrible. Enfin, voilà. Bon, en fait, rien à voir. C'est juste qu'il manquait de vitamine C. Et au bout de plusieurs mois en mer, en fait, il y a des symptômes qui apparaissent. C'est le scorbut. Il se trouve que quand on fait un petit paramétrage pour que les deux courbes soient ensemble, il se trouve que la coqueluche et le scorbut, leur mortalité a évolué à peu près de la même manière dans le temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien tout simplement avec les conditions de vie et l'alimentation peut-être qui pourrait expliquer ça? Plutôt que, je sais pas, et ça, je vous ai dit, je ne sais plus quand c'est la coqueluche que ça arrive, le vaccin, mais c'est vers là de toute façon. Hein. Voilà. Donc là, on peut commencer à prendre un peu de recul et se dire, peut-être en fait que les vaccins qui s'approprient la totalité des baisses de mortalité des maladies en question, peut-être qu'en fait, ils n'ont aucun rapport avec ces maladies, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, comment on peut expliquer cette diminution spectaculaire de la mortalité
associés aux maladies dites infectieuses. Il y a les améliorations des conditions de vie. Déjà, je vous ai dit, ce bouquin va vraiment dans les détails pour montrer à quel point les gens vivaient mal, en tout cas une partie de la population, fin 19e, début 20e. Donc il y avait le travail des enfants, il y avait des horaires qui étaient inhumains, des conditions de travail horribles, des environnements très toxiques aussi, les conditions d'hygiène, pas d'eau propre, pas d'égout, pas de toilettes, des rues qui étaient horriblement dégueulasses, des habitats qui étaient insalubres, et puis moins de pauvreté aussi. Quand une société devient plus riche, il y a beaucoup moins de maladies de ce type. Donc moins de personnes par logement, une alimentation plus abondante, une meilleure nutrition, moins d'aliments avariés. À une époque, c'était normal de manger des aliments avariés qui rendaient les gens malades. Des malades à en mourir parfois. Il n'y a pas de chauffage, ou alors des chauffages avec toute la pièce étant fumée parce qu'il n'y a pas d'aération, enfin bref, des trucs horribles comme ça. L'environnement, malgré ce qu'on peut dire, était beaucoup plus pollué en certains polluants à une époque, et beaucoup plus toxique. Et puis, il y avait aussi des médicaments, des traitements qui étaient eux-mêmes très toxiques et très dangereux. La médecine, je vais vous en reparler un petit peu après, mais la médecine héroïque, qui est à la base de ce qu'on appelle la médecine moderne aujourd'hui, est d'un charlatanisme total, d'une dangerosité hallucinante. Alors, je travaille depuis 5 ans à peu près avec Denis Rancourt, qui est un ancien professeur de physique de l'Université d'Ottawa. Et lui, il s'intéresse à plein de sujets. Et je l'ai rencontré pendant Covid parce qu'il avait fait un article que j'avais trouvé très fort qui montrait que l'état de la science, entre guillemets, montrait que les masques n'avaient aucune utilité pour les maladies dites virales respiratoires. Voilà. Et notre vidéo a été virale avant d'être supprimée par YouTube. Voilà. Et donc, il s'est intéressé à la vaccination des enfants. Donc, récemment encore, l'OMS a dit de façon très, très fière, les vaccins ont sauvé 150 millions de vies. Genre, c'est une vie sauvée toutes les 8 secondes ou les 8 minutes, je ne sais plus, enfin un truc comme ça, c'est vive la vaccination. Okay. Bon. Et en fait, je vais lire un résumé de ce qu'il a écrit, peut-être pas tout, mais en gros, il n'existe aucun exemple de baisse de la mortalité infantile ou juvénile mesurée, associée temporellement au déploiement d'un programme de vaccination des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à avoir, tiens, on met un vaccin, la mortalité diminue. Ça c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Des études indépendantes suggèrent que, contrairement au dogme, la surmortalité infantile, et non la mortalité infantile évitée, est associée au déploiement et au maintien des programmes de vaccination. Donc il y a une surmortalité qui persiste à cause des programmes de vaccination. En utilisant directement... Alors attendez, voilà. Le taux annuel de mortalité infantile, toutes causes confondues, j'estime qu'environ 100 millions de décès infantiles sont liés au déploiement des vaccins entre 1974 et 2024. Donc ce n'est pas 150 millions de vies sauvées, c'est 150 millions d'enfants tués par les vaccins, directement ou indirectement. Voilà. Parce que si on met de l'argent pour les vaccins, en Afrique notamment, on n'en met pas pour d'autres choses. Voilà. Et je conclus dans l'ensemble que l'industrie de longue date des programmes de vaccination infantile est une entreprise frauduleuse d'exploitation sans fondement. Voilà. Donc là, les choses sont très claires. L'article est très intéressant. On a fait une vidéo donc là-dessus au mois d'avril 2025. Voilà. Alors, il y a un autre bouquin très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de Aaron Siri, qui est l'avocat qui a beaucoup bossé pour Children's Health Defense, donc l'association de Kennedy. Ça ne veut pas dire que je dis que je mets Kennedy en vain. Je précise tout de suite, moi, je n'ai pas d'affiliation politique et j'ai aucun héros. Voilà. Donc, il a écrit ce bouquin qui s'appelle Vaccines Amen, donc Amen au vaccin, et dans lequel il dénonce la religion des vaccins et il montre à quel point il y a des grands prêtres. Donc, aux États-Unis et même au niveau mondial, c'est un certain Stanley Plotkin, que je pense personne ne connaît ici. Et c'est lui qui a écrit tous les bouquins et toutes les études soi-disant fondamentales en matière de vaccination. Et il est amené régulièrement à passer devant les tribunaux parce qu'il y a des plaintes, il y a des enquêtes, etc. Et en fait, on se rend compte que le raisonnement de ce Stanley Plotkin, qui est vraiment il a 94 ans aujourd'hui, je crois. Ce Stanley Plotkin, en fait, c'est un charlatan total. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de logique. Et puis, les études pour voir la dangerosité des vaccins chez les enfants pour l'hépatite B, par exemple, vous savez combien de temps de recul ils ont pour regarder la dangerosité ou pas? Une idée? D'autres idées? Sur combien de temps ils regardent les... Ah, tu sais, toi. 5 jours. 5 jours. Au bout de 5 jours, si l'enfant n'a rien, c'est bon. Aucun danger. C'est le délire.
c'est pour ça que je vous dis Jérôme Marty, ce qu'il dit, c'est pas complètement débile, ça correspond vraiment à la mentalité de ce secteur. C'est tout à fait en accord. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de mea culpa. Stanley Plotkin, il n'y a aucun mea culpa. Il a reçu des millions de dollars de l'industrie pharmaceutique. Lui-même a créé des vaccins bidons contre l'hépatite B et autres. Il a une vie très confortable. Il roule avec des grosses limousines, il a une très grosse maison. Il est reconnu par tous les médecins et les vaccinologues du monde comme étant le grand Manitou. C'est bon. Voilà. C'est hallucinant. Alors, nous, on a bossé sur la mortalité des vaccins Covid avec Denis, donc, et puis on a fait une étude en 2017, celle-ci, 2023, pardon, le 17 septembre 2023, qui nous faisait penser qu'il y aurait à peu près 17 millions de morts associés à la vaccination Covid. Voilà. Alors, ça a fait un gros buzz, mondial en fait, puisque ça a été dit par Brett Weinstein. En fait, on était à la conférence à Bucarest en Roumanie, pardon, et avec Denis et puis Marine dans notre équipe avec qui on bosse là. Et Denis a fait sa présentation, Robert Malone l'a partagé, Brett Weinstein, qui est très connu aux US, en a parlé à Tucker Carlson. Bref, il y a eu tout un truc comme ça. Et du coup, Alex Jones a contacté Denis pour l'interviewer là-dessus. Bon. Alors, c'est un chiffre qui a fait un gros débat, et c'est normal. Mais, et puis on en a parlé dans cette émission, avec donc Denis, Marine et Joseph, c'est notre équipe, là. Sauf qu'en fait, je dois faire un mea culpa, c'est pas 17 millions. En fait, il y a eu 17 millions de morts en excès, au moment des campagnes de vaccination, mais on ne peut pas attribuer la totalité au vaccin, c'est pas possible, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte de plus en plus, et c'est très important de prendre ça en considération, c'est que c'est le stress sociétal imposé aux populations, ça inclut les vaccins, mais c'est pas que ça, c'est tout cet ensemble-là qui tue les gens. Et qui sont les gens qui meurent, notamment pendant le Covid, les gens qui meurent en excès à cause du stress sociétal, c'est les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes très âgées, les personnes qui ont des maladies importantes, etc. etc. Voilà. Et donc voilà, donc on est revenu sur ce chiffre, je tenais à faire cette précision quand même, mais n'empêche que c'est difficile, avec les chiffres qu'on a regardés, de dire voilà, combien de personnes ont réellement été tuées par les vaccins, mais c'est sans doute beaucoup moins. Mais suffisamment pour que dans tous les cas, jamais on puisse dire que ces vaccins sont ni sûrs ni efficaces, et on n'a jamais réussi à trouver de preuves de leur efficacité en fait. Quand on regarde les courbes de mortalité pendant la période Covid, en fait, les vaccins n'ont pas permis de faire diminuer la mortalité, toutes causes confondues, qui est la seule mortalité qui est vraiment pertinente. Voilà. Autrement, il y a des biais tellement énormes qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Alors, je vous conseille, je donne des conseils de lecture, hein, mais vous faites ce que vous en voulez, mais je pense que c'est important. C'est important de revenir aux fondamentaux de la médecine moderne, je le disais tout à l'heure, et ce bouquin-là, il est vraiment extraordinaire, je trouve. C'est Thierry de Lestrade, qui est l'auteur d'un documentaire du même nom, qui est passé sur Arte, il y a 10 ou 15 ans, hein, c'est ancien déjà. Et c'est un des plus gros succès de diffusion d'Arte, sur le jeune, où il parle de la clinique Buchinger, de ce qui se passe en Russie, etc. Il y a la petite voix de Sylvie Gilman qui est hyper sympa tout du long. Voilà. Mais le bouquin va beaucoup plus loin que ce qui est dit sur le documentaire d'Arte. C'est quand même Arte Édition qui l'a édité, c'est quand même assez incroyable. Et il montre à quel point la médecine s'est construite, la médecine moderne s'est construite au début du XXe siècle, avec notamment Rockefeller, la grosse fondation Rockefeller et le gros groupe financier qui était un trust américain et mondial, et comment ils ont créé de façon mafieuse, en éliminant tout ce qui les gênait, jusqu'à tuer, hein, carrément. Hein. Et ils ont créé un journal qui s'appelle le Journal of the American Medical Association, donc le grand journal de référence des médecins américains référencés donc, en gros, du système. Et de cette façon-là, ils ont foutu dehors l'homéopathie, foutu dehors tout ce qui était avec les plantes, etc., pour créer la médecine chimique compatible avec la vision Rockefeller. Voilà. Mais de façon totalement charlatanesque, avec une corruption énorme, et qui allait jusqu'au meurtre et à l'éviction physique des gens. Et donc l'ancêtre de la médecine moderne, au XVIIIe et XIXe siècle, c'est ce qu'on appelait la médecine héroïque. Et la médecine héroïque, c'est quoi ? Elle est en guerre. Elle est en guerre, elle va tuer la maladie. Parfois jusqu'à tuer le malade. Mais ce n'est pas grave, parce que le plus important, c'est de tuer la maladie. Et la démarche était complètement assumée. Hein, j'exagère pas, hein, c'est vraiment comme ça. Et donc, il y avait encore des saignées. Bon, c'était un peu la fin. On avait d'autres choses, hein, pas beaucoup plus sympa. Des laxatifs au mercure. Ouf, là, faut... c'est chaud, hein. Des vomitifs. Des vomitifs, mais hyper violents.
Enfin, c'est des vomitifs qui peuvent tuer les gens. Hein. C'est pas des petits vomitifs. J'ai un truc qui n'est pas passé. C'est des vomitifs qui va vous faire dégueuler tripes et boyaux et vous retourner l'estomac. Enfin bref. Et puis des vésicatoires. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça encore. C'est des espèces de solutions qu'on mettait sur la peau qui créaient des cloques énormes avec du pus qui coulait, ça éclatait, enfin des trucs horribles, ça brûlait la peau. Et soi-disant, ça permettait de faire sortir les mauvaises choses de cette façon-là. Ah non, mais c'était la torture. Et puis des calmants, notamment, alors celui-là, il a quoi ? Je crois que c'est à l'héroïne. Je ne sais plus exactement quelle est la molécule. Mais bon, en tout cas, des drogues aujourd'hui illégales, qui étaient complètement légales, des produits d'une toxicité hallucinante. C'était ça, la médecine, la science médicale de l'époque. Alors, ça a un peu changé. En apparence, c'est plus scientifique aujourd'hui, mais pas tant que ça. Je vous rappelle qu'il y a eu ce bouquin de 2 professeurs de médecine, Philippe Even et Bernard Debré, qui ont en gros dit que à peu près la moitié des médicaments étaient parfaitement inutiles, 20% étaient mal tolérés, et 5% sont très dangereux, mais la plupart de ces médicaments sont remboursés. Donc ça peut être très dangereux et inutile, mais remboursé. Tant que c'est remboursé, c'est scientifique aujourd'hui pour les gens. Donc, et c'est comme ça qu'il y a près de 100 000 accidents nécessitant une hospitalisation et 20 000 morts par an en France. Voilà. De traitements faits en suivant les protocoles. Hein. Ce n'est pas des erreurs. Hein. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire on tue une personne, mais de façon scientifique. Ce qui est mieux que si c'était charlatanesque, hein, évidemment. Voilà. Donc il y a eu plein de scandales, je ne vais pas revenir dessus, Vioxx, Mediator, c'est un faux scandale le Mediator. Vous ne savez pas ça. C'est un faux scandale en fait. 1500 morts sur 20 ans, franchement c'est peanuts. Je vous ai dit, c'est au moins 20 000 morts par an par les traitements médicaux normaux. Mais là, c'est rien du tout. Et il est probable qu'il y a des histoires un peu mafieuses entre Sarkozy, Servier, Sanofi qui voulait racheter Servier, il fallait faire baisser le cours de l'action Servier. Donc ils ont trouvé un médicament, oui, qui tue un peu. Ouais, comme tous les médicaments. Enfin, les statines, c'est un scandale énorme aujourd'hui. C'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est tout à fait prescrit, remboursé, etc. Alors qu'il n'y a aucune science derrière. Enfin, c'est vraiment de la merde totale. Et pourtant, c'est remboursé. Mais Mediator, alors là, celui-là, il fallait l'attaquer à fond. Et ils ont mis en avant Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest. Il y a même eu un film sur elle, La fille de Brest. Un film qui m'a fait pleurer à l'époque. Hein. J'étais à la ramasse. Et dans ce film, on voit, je ne sais plus comment elle s'appelle, une actrice suédoise qui joue une première ministre dans une série. En bref, peu importe. Il y a Benoît Magimel aussi qui est avec elle dans le film. Et il nous montre Irène Frachon qui défie les autorités et qui adopte une approche pleinement scientifique pour montrer que oui, il y a bien un problème et que ce médicament a été détourné et crée des problèmes de valves cardiaques, etc. etc. Et, bref, on voit une personne très humaine et voilà, vraiment, c'est hyper beau et très émouvant. Sauf que Irène Frachon, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant Covid, elle est montée au créneau pour dire « Oui, les vaccins Covid, c'est hyper important, faites-vous vacciner, etc. etc. » En même temps, son mari devenait directeur de cabinet du ministère de je ne sais plus quoi. Ah, oui. Puis là, on se dit, tiens, je crois qu'on m'a pris pour un con, là. Oups. Donc là, je l'ai un peu, voilà, je l'ai de travers. Bref. Donc voilà, donc il y a plein de scandales. Ah oui, Doliprane, le joyau de l'industrie pharmaceutique française qu'on veut absolument préserver et qu'on ne veut pas vendre aux Américains, parce que quand même, c'est important. Une saloperie qui est responsable de milliers de transplantations hépatiques en France, parce que les surdosages arrivent très rapidement. Très rapidement. Les gens prennent ça comme un bonbon, ils mélangent du Doliprane avec une autre molécule qui contient du paracétamol, puis à la fin, ils ont une attaque pas possible. C'est comme ça qu'il y a une femme qui avait appelé les urgences à Strasbourg, je crois, en disant « Je ne suis pas bien, je ne sens pas bien, je vais mourir ». La femme du SAMU qui lui dit « Ouais, c'est bon, on va tous mourir. Hein. » Elle est morte. Elle est morte. L'autre se foutait de sa gueule, mais elle est vraiment morte. D'une insuffisance hépatique fulminante liée à un surdosage de paracétamol. Ouais. Et ça, c'est assez courant. Ah, bon. Alors maintenant, j'arrive à un sujet qui est très, très important. Les virus ne permettent pas d'expliquer correctement les épidémies. Ça, c'est très, très important. Et ça sous-tend tout le dogme vaccinal. En fait, c'est pour ça que c'est important. Le livre référence, c'est Virus Mania. Il est épais, il est un peu chiant à lire. Mais il est incontournable. Je suis désolé, c'est comme ça. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus court, un peu plus fluide. Dans la traduction n'est peut-être pas tout à fait fluide, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'il est incontournable. Et il montre, ce livre, de façon vraiment magistrale, que la spéculation de la présence de virus, ça ne tient pas la route. Et ils font ça pour pas mal de maladies. Et ils montrent, en fait, on peut expliquer ça. Il n'y a pas besoin de virus, en fait. On a plein d'autres façons d'expliquer qui sont beaucoup plus pertinentes. Voilà.
Alors moi, j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Samantha Bailey, qui est la 3e autrice, là, qui est une médecin néo-zélandaise que je trouve vraiment extraordinaire, qui fait plein de petites vidéos assez courtes et qui est en plus hyper sympa. J'ai fait une interview avec Jean-Jacques Reffker de Stefano Scoglio, qui est le 4e, qui est un chercheur italien qui est décédé il y a 1 an et demi, je crois. Mais franchement, ce bouquin est extraordinaire. Et ces idées chocs, c'est que pour de très nombreuses maladies, polio, sida, hépatite C, encéphalite spongiforme bovine, SRAS, grippe aviaire H5N1 de 2005, parce qu'il y a toujours des grippes qui reviennent, bref, HPV, un papillomavirus humain, grippe porcine H1N1 de 2009, rougeole, Covid-19. En fait, l'explication de la cause virale ne tient pas la route. Et les causes possibles pour l'humain, il y en a plein en fait. Mauvaise hygiène de vie, problèmes associés à la pauvreté, ingestion de certains médicaments ou certaines drogues, environnement toxique, tests frauduleux, parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont juste malades d'un test positif. Pendant Covid, plein de gens étaient malades du Covid sans symptômes, les fameux malades asymptomatiques. Et puis, il y a bien sûr la peur et le stress psychologique qui peuvent expliquer beaucoup de maladies. Et chez les animaux, voilà, parce que maintenant il y a l'histoire de la DNC et tout ça, la sélection génétique extrême peut expliquer pas mal de maladies, les conditions d'élevage intensif, le stress intense dû à la surpopulation, l'absence d'exposition au soleil, l'absence d'exposition à la terre, à l'air extérieur ou aux végétaux, l'administration préventive de médicaments, des aliments industriels dénaturés. Ça peut être aussi les mycotoxines des aliments qui ont pourri, qui n'ont pas été stockés correctement, ou il y a un problème. Bref, plein de choses comme ça. Je reviens un petit peu sur la variole. Donc ça ressemble à ça, quand il y avait encore des cas de variole. Donc je vous ai parlé de Jenner, qui a popularisé la vaccination contre la variole à la fin du 18e, début du 19e siècle, en Angleterre. Et il y avait de nombreux effets indésirables chez les vaccinés, dont la variole. Mais ils avaient un argument choc. Vous le connaissez, cet argument. C'est que ça diminue les formes graves. Déjà au 19e siècle, ils disaient ça. Et ils sont forts, quand même. C'est-à-dire que, oui, tu as eu la variole, mais ça aurait été tellement pire si tu n'avais pas eu le vaccin contre la variole. C'est incroyable. Ça marche à tout. En fait, c'est pile tu gagnes, face je perds. Enfin bref, je sais plus, je me suis planté. Ouais, enfin non. Pile je gagne, face tu perds. Pile je gagne, face tu perds. J'ai retrouvé. Voilà. Donc il gagne à tous les coups en fait, parce que comme il y a l'argumentation autour des vaccins, ce sont que des sophismes et des problèmes de logique, il gagne tout le temps. Donc il y avait de très nombreux effets indésirables chez les vaccinés dans la variole, mais c'était la mort aussi parfois. Hein. Ouais, mais il serait mort plus vite s'il n'avait pas été vacciné. Et un bon bras, on estimait qu'un bras qui avait reçu le vaccin contre la variole qui était bon, c'est quand il y avait des énormes croûtes purulentes et que le bras avait gonflé, mais les gens avaient pu bouger le bras. Hein, ça veut dire que le vaccin a bien fonctionné. Voilà. Et alors, autre tour de passe-passe des pro-vax et de la vaccinologie, extraordinaire. Une fois qu'il y a eu le vaccin, la maladie qui apparaît, qui a les mêmes symptômes, elle change de nom. C'est plus le même nom. Donc on va plus dire la variole, on va dire la variole modifiée ou la varicelle ou je sais pas quoi. Bref, on va toujours trouver. Il y a toujours un tour de passe-passe. C'est extraordinaire. Donc voilà, je vous ai dit ça diminue les formes graves, c'était déjà là au 19e siècle. Je vous ai parlé de la manifestation. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la grippe espagnole de 1918-1919. Donc là, autant pendant Covid, sauf quelques rares pays où les interventions gouvernementales ont été particulièrement violentes, je pense au Pérou notamment, ils ont tué un nombre de personnes hallucinant. Enfin, il y a vraiment une surmortalité énorme parce que c'était une opération militaire d'enfermer les gens chez eux. Des gens qui, en général, enfin beaucoup, travaillent dans l'économie informelle et vendent des trucs dans la rue, quoi. Autrement, ils crèvent de faim, en gros. Donc là, on a tué les gens en les interdisant de sortir de chez eux, avec des militaires partout sur les routes, y compris dans la jungle, enfin des trucs incroyables. Et donc, il y a quelques pays pendant Covid où il y a eu une surmortalité vraiment importante, dont le Pérou. Il y a eu plein de pays où il ne s'est rien passé du tout en 2020 en termes de surmortalité, et certains pays où il y a eu des pics très bizarres qui correspondent à des violences orchestrées par les gouvernements sur leur propre population. En dehors de ça, on ne voit rien au niveau mondial. Enfin, si on regarde au niveau mondial, il ne s'est pas passé grand-chose en 2020-2021, au niveau de la mortalité, toutes causes confondues. En ce qui concerne la grippe espagnole, il y a vraiment eu un truc. C'est la seule, entre guillemets, pandémie, je vais revenir là-dessus, où on voit qu'il y a une surmortalité qui est vraiment manifeste dans pas mal d'endroits. Alors, vous voyez, déjà à l'époque, ils avaient les masques, hein, les couches faciales. Et là, carrément, la dame, elle a un petit panneau là, mettez un masque ou elle est en prison. On ne rigolait pas avec le masque. Hein. Bref,
Donc là, je dis c'est la seule qu'on voit réellement. Mais en fait, ce n'est pas une grippe. C'est plein de choses. Et notamment, la plupart sont morts d'infections bactériennes. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les bactéries qui sont responsables. Hein. Ça, je reviens là-dessus aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui disent, enfin, je vais revenir dessus, les virus, on peut assez facilement dire que la théorie ne tient pas la route, mais les bactéries, ça se voit. Enfin, on prend un microscope, on voit les bactéries. Ce n'est pas parce qu'on voit des bactéries qu'elles sont la cause du problème. Quand vous voyez un accident de la route, souvent, il y a des pompiers. Est-ce que c'est à cause des pompiers qu'il y a eu l'accident? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on fait des raccourcis comme ça, on va se dire, ah ouais, bah, c'est les pompiers qui créent des accidents. Parce que je vois toujours des pompiers quand il y a un accident. Vous voyez? Et donc, en fait, moi, l'image que j'utilise souvent, que je trouve pertinente, quand on peut éliminer des tissus morts chez quelqu'un qui a eu un gros accident avec un membre, voilà, qui y a une gangrène ou je sais pas quoi, on peut éliminer ça avec des asticots qui vont bouffer en fait la chair morte. Ils vont pas toucher à la chair qui est vivante. Hein. Une fois qu'ils ont fini de bouffer ce qui est mort, ils tombent, pas, c'est fini. Ils ont nettoyé la plaie. Voilà. Et de la même manière, il est probable que les bactéries viennent décomposer des tissus qui sont abîmés pour X ou Y raison. Donc il y a des bactéries qui sont là, mais ce n'est pas elles qui sont responsables. C'est le nettoyeur, disons, c'est le dépollueur. Et donc, pourquoi cette grippe espagnole? Alors, souvent, quand il y a une arnaque, souvent, c'est parce que la maladie englobe plein de choses. Et du coup, il y a une confusion gigantesque. Probablement au début, parce que ça a touché surtout les hommes, la grippe espagnole, et surtout les hommes jeunes. C'est quand même bizarre. Hein. Ça ne touche pas les personnes âgées, ça touche moins les femmes. Pourquoi? Donc probablement au début, c'est des problèmes d'intoxication sur moyen long terme au gaz moutarde sur les champs de bataille européens. C'est juste après la Première Guerre mondiale. Ça peut être aussi lié à des essais de vaccins par la Fondation Rockefeller qui testait des vaccins pour protéger contre la méningite. Voilà. Et c'est aussi l'utilisation excessive d'aspirine, notamment, qui était le nouveau remède miracle, et d'héroïne, qui était le traitement conventionnel contre la toux et la grippe espagnole à l'époque. Donc il y a plein de gens qui ont fait des hémorragies, qu'on a dit c'était la grippe espagnole. En fait, c'était très probablement des excès d'aspirine. Bref. Donc il y a tout un mélange, plus un stress sociétal, encore une fois, qui va tuer les personnes. La poliomyélite, ça c'est très très intéressant le cas de la poliomyélite, donc maladie rarissime. Et là, c'est une des dernières personnes qui a bénéficié, entre guillemets, d'un traitement assez violent qui s'appelle le poumon d'acier, le iron lung. Donc ce monsieur, je ne sais pas quel âge il a, il a 70 ans ou un peu plus, il a passé plus de 60 ans de sa vie là-dedans. En fait, c'était le traitement qui était proposé à une époque, quand les gens avaient une paralysie qui se développait, on disait il va perdre l'usage de ses poumons, il ne pourra plus respirer, donc on va mettre une machine. Et en fait, ils mettent cette machine-là, mais si on retire la machine, en fait, ils n'ont plus les muscles qui leur permettent de respirer. Donc en fait, on maintient artificiellement une paralysie à vie. Voilà. Et donc il a vécu, vous imaginez, 65 ans de vie dans un tuyau comme ça qui appuie et qui soulève les poumons. Voilà. Hallucinant, hein. Vive la médecine. Et en fait, la polio, c'est quoi? C'est plusieurs maladies différentes, avec différentes causes, regroupées sous le terme de polio. Et le terme de polio va dépendre de la définition du moment et de certains critères diagnostiques. Et c'est très probablement, puisque en fait, la polio, c'est une maladie assez récente, il n'y avait pas de cas avant la fin du 19e, et c'est très probablement lié d'abord fin du 19e à des utilisations de certains pesticides composés de métaux lourds. Je crois que c'est un mélange d'arsenic et de plomb. Vers Boston, tout d'un coup, il y a une épidémie de polio. Enfin, épidémie. En fait, ça touche quasiment que les enfants l'été. Et c'est le moment où les enfants mangent des fruits, des vergers, qui ont été aspergés de ces métaux lourds, qui était le nouveau traitement contre je ne sais plus quel insecte, un espèce de papillon, je crois, qui bouffait des trucs dans les pommes. Et donc, ils se retrouvent intoxiqués par ça. Certains vont développer des paralysies qui sont liées à l'intoxication aux métaux lourds. Et on va dire c'est à cause d'un méchant virus. C'est à cause du virus, le virus de la polio, qu'on ne voyait pas à l'époque. Et puis après, avec toute une approche pseudo-scientifique, des cultures cellulaires, etc., on va dire qu'à la fin, en fait, c'est le virus qu'on voit là. Et voilà, c'est ça, le truc là. Bref. Et plus tard, c'est le DDT qui a été utilisé à gogo à partir des années 40, il me semble, ou 30, je ne sais plus, jusqu'aux années 60 dans les pays occidentaux, avant d'être progressivement banni. Et donc c'est très probablement ces deux types de pesticides qui ont causé ce qu'on appelle la polio. Et une fois que le vaccin a été mis en place, ça arrivait de façon concomitante avec l'arrêt du DDT, c'est quand même marrant.
Et donc les cas ont baissé de polio. Et quand il y avait encore des cas, ça s'appelait plus polio. C'était la myélite transverse ou le syndrome de Guillain-Barré, ce qui sont souvent d'ailleurs des maladies post-vaccinales. Bref, donc encore une fois, un tour de passe-passe pour faire en sorte que le mythe du virus responsable d'une maladie causée par des choses qui n'ont rien à voir persiste et que la fausse solution présentée soit bien perçue comme une vraie solution par les gens. Voilà, donc, ok. Et empoisonnement, bon, voilà. Et donc, la polio a disparu, ou quasiment disparu, avec la fin du DDT et les changements de nom pour les rares cas qui persistent. Voilà. Alors, Covid, évidemment, gros sujet. Alors, le Covid existe puisqu'il est en photo, là. La preuve, c'est la preuve, ça, je veux dire. Alors, je rigole pas parce qu'un grand professeur, entre guillemets, m'a tagué sur Twitter en disant bah, « Regarde, t'es con, Covid, il existe parce que voilà ». Et en fait, c'était issu d'une publication, entre guillemets, scientifique d'un journal médical. Et c'était la preuve ultime que le virus existait. Donc là, c'est l'Institut Robert Koch en Allemagne qui est vraiment très, très sérieux et qui prouve ça. Alors pour moi, Covid, c'est vraiment l'arnaque ultime. Si, le test, il est juste à 100%. Hein, là, en fait, ça regroupe quoi? C'est toutes les maladies classiques, rhume, grippe, pneumonie, etc. Et puis ça regroupe toutes les maladies liées au stress, à la sédentarité forcée, à l'absence de vie sociale. Je vous rappelle quand même que ce qui s'est passé au premier confinement, en tout cas, c'était d'une violence que peu de gens avaient connue avant. Enfin, on n'avait pas connu ça. Certaines personnes âgées qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale ou en Estonie, des gens qui avaient connu le communisme, ils se sont dit c'est marrant, ça me rappelle, il y a un petit goût de déjà vu là, c'est marrant. Couvre-feu, ouais, c'est marrant, c'est pareil. Bref. Donc, pourquoi Covid? Compliqué, mais en tout cas, la théorie virale ne tient pas à la route du tout. En tout cas, même sur les statistiques de mortalité, on n'arrive pas à voir qu'il y a une pandémie. On n'arrive pas à le voir. On a beau chercher, on ne voit pas. On ne voit pas de phénomène de propagation. Pierre Chaillot a fait le boulot aussi. Enfin, on ne voit rien de tout ça. Donc, il y a une construction mentale imaginaire qui a l'air de tenir la route, mais qui en fait, pas du tout. Qui donne une illusion d'une maladie qui progresse et de symptômes nouveaux, alors qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai perdu le goût et l'odorat. » Ouais, mais c'est pas nouveau. Moi, j'ai lu des rapports médicaux du début du XXe siècle de gens en Australie, je crois, un médecin qui dit « Cette année, disons qu'avec la grippe, beaucoup de mes patients ont perdu le goût et l'odorat. » Pas nouveau, hein. Ça peut être, carence en zinc, ça peut être l'inflammation du nerf olfactif ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Et c'est pas parce que vous l'avez jamais connu que ça n'existait pas avant. Voilà. Alors, voilà, Covid asymptomatique, j'en ai parlé. Et puis, les gens qui se mettent à respirer avec les muselières, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ils aient peut-être des difficultés à respirer aussi, en plus du stress et d'autres obligations, d'autres contraintes. Il y a l'effet nocebo aussi, hein, bien sûr, qui est très, très présent. On est des êtres émotionnels, hein. C'est très important, notre vie émotionnelle. Et donc, si on modifie vos habitudes, c'est plus le droit de sortir de chez vous, plus le droit de faire de sport, plus le droit d'embrasser vos amis, plus le droit de travailler normalement, ça crée un stress malgré tout, auquel on est plus ou moins sensible. Et puis ça peut dépendre de plein de conditions. Après, voilà, il y a plein de raisons qui permettent d'expliquer des symptômes. Voilà. Bon, après, il y a aussi l'arnaque des Covid longs. Sachez malgré tout que les grippes longues, ça a toujours existé aussi. C'est peut-être pas à la mode, mais ça existait avant aussi. Des gens qui avaient la grippe et qui mettaient des années à s'en remettre. C'est pas nouveau. Alors, je pense que Covid long, la plupart du temps, c'est des effets secondaires des vaccins aussi. Hein. Bon, voilà. Et puis, quand on avance en âge, il y a des trucs qui apparaissent qu'on n'avait pas avant. Et c'est pas parce que c'est nouveau, c'est aussi parce qu'on vieillit, puis il y a une accumulation d'erreurs dans notre hygiène de vie ou de choses qui se manifestent parce que notre organisme est plus sensible. Mais ça ne veut pas dire que c'est nouveau pour l'humanité. C'est-à-dire que notre cas à nous n'est pas représentatif de l'humanité. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'imaginer un nouveau virus. Et là, c'est très important, il n'y a pas besoin d'imaginer ni une histoire de pangolin de chauve-souris, ni une histoire de fuite de labo. Fuite de labo qui est vraiment ce qui a été scénarisé des dizaines ou des centaines de fois par Hollywood. Enfin, vraiment, notre imaginaire baigne là-dedans depuis des décennies. Donc on a envie d'y croire. Et les autorités, dès le début, hein, ils ont dit « ouais, c'est pas une fuite de labo ». C'est-à-dire qu'ils donnaient « prenez ça, les gueux ». C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment, pour contrôler une population, il n'y a pas besoin d'avoir 50 explications ou récits. 2 suffisent. Il y a le récit majoritaire pour contrôler les gens qui croient tout ce qu'on leur dit, 80% des gens. On leur dit
c'est un pangolin qui a rencontré une chauve-souris dans un marché, machin. Ça marche, ça passe. Okay. Et puis, il y a le récit qui est destiné aux gens qui se posent des questions. Et là, on leur dit fuite de labo. Mais ce n'est pas une fuite de labo. On dit tout de suite, ce n'est pas une fuite de labo. Pour qu'ils aillent dans cette piste-là. L'ingénierie sociale, c'est des gens, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont beaucoup étudié le comportement humain. Donc, la fuite de labo a été reprise tout de suite. Et il n'y a pas besoin non plus d'imaginer de nouveaux variants. En fait, à chaque fois qu'on fait, soi-disant, un séquençage de virus, c'est jamais la même chose qu'on trouve. Donc en fait, à chaque séquençage, on a un nouveau variant. Il n'y a pas un nouveau truc qui s'est fait, c'est juste que la virologie elle-même, c'est une pseudoscience. Donc ils sont toujours en train, comme pour les vaccins, de trouver des tours de passe-passe pour faire croire que c'est scientifique, qu'il y a un nouveau truc. C'est complètement aberrant. Et il n'y a pas besoin non plus d'imaginer une protéine spike. Alors là, je vais peut-être vous donner une information qui est, je pense, assez importante. C'est qu'en fait, il y a tout un symbolisme autour de Covid. C'est le coronavirus, donc ça parle de couronne. Et spike, ça veut dire épine. La couronne d'épines, ça vous dit quelque chose? Enfin, il n'y a pas un symbole sacrificiel ou christique. Voilà. Donc on est à fond là-dedans. Donc quelqu'un qui vient soutenir pour moi l'idée qu'il y a un coronavirus et qu'il y a de la spike, il rentre complètement dans le jeu symbolique des tarés qui ont créé cette fausse pandémie et qui jouent avec nous et avec des symboles. Donc, gros problème. Donc, pour moi, c'est difficile d'accepter qu'une partie de la dissidence, autant de gens, s'embarquent là-dedans. Il n'y a pas besoin non plus d'imaginer qu'il y a un gain de fonction, qu'on appelle le gain de fiction, chez les gens qui remettent en question la spéculation virale. C'est des histoires, tout ça. Ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a même des brevets que ça donne une réalité à la chose. Les brevets, ça raconte une histoire. Ça ne raconte pas quelque chose qui est forcément vrai. Tout ça fait partie d'une stratégie vraiment plutôt bien pensée, je veux dire. Donc, il n'y a pas besoin de psychoter sur une nouvelle maladie imaginaire. Voilà, tout le monde a toujours eu, la grippe, c'est pas nouveau, les rhumes, c'est pas nouveau, les pneumonies, c'est pas nouveau. Voilà, perdre le goût, c'est pas nouveau, etc., etc. Alors, maintenant, je vais parler. J'ai fait une interview lundi dernier, c'est tout récent, de Denis Agrey, qui est médecin à Montpellier, et qui a le courage de s'exprimer contre les obligations vaccinales chez les enfants en France. Donc, je vous ai dit, on a 12 maintenant. Et il a mis en ligne, il a réussi, au bout de plusieurs essais, à mettre en ligne une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Donc ce matin, j'ai fait une capture d'écran ce matin. Il y avait un peu plus de 13 000 signatures. Et je ne sais pas si une pétition, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu 500 000. Aujourd'hui, ils sont à 1 million de signatures de la pétition qui avait été mise en avant par le professeur Joyeux en 2015. Ça n'a rien changé réellement. Au contraire, ça a été... Voilà. Mais l'intérêt de signer via le site de l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, on peut signer qu'une fois. Les autres sites, on peut mettre 10 adresses mail différentes, ça fera des signatures. Là, on peut signer qu'une fois parce que en fait, c'est réservé aux gens qui ont un numéro fiscal français. Et donc, ils doivent s'identifier. Et puis après, ça signe de façon... bon, alors, c'est peut-être du fichage, je ne sais pas. Bon, après, j'ai envie de dire, tellement de gens maintenant en ont marre de ça, je ne sais pas. En tout cas, ça donne une garantie de la véracité des signataires. Et au-delà d'un certain nombre de signataires, ils ont l'obligation légale de débattre à l'Assemblée la question. Donc là-dessus, c'est intéressant. Donc moi, je soutiens Denis Agrey dans cette démarche parce que je pense qu'à part lui, en gros, j'entends personne aujourd'hui. Même Henri Joyeux, je n'entends plus trop sur les vaccins aujourd'hui. Bon, il vieillit aussi. Mais en gros, il n'y a pas grand monde. Et je pense que c'est important de remonter, même en période totalitaire comme aujourd'hui, au niveau de la vaccination. Voilà. Alors, je vais conclure. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle heure, je ne sais pas combien de temps j'ai passé là. Oui, ça passe. Donc la vaccinologie, c'est une pseudoscience. Il n'y a pas de raison d'accuser les virus dans la plupart des maladies, voilà, et sans doute la totalité. Et ça, c'est une phrase qui m'est venue d'une médecin russe que j'ai rencontrée à Saint-Pétersbourg fin 2023, il me semble, qui dit que accuser les virus de nos maux ou de certaines maladies, en fait, c'est une façon de cacher les crimes. C'est toujours comme ça. Donc pour la polio, pour cacher le fait que la polio c'était lié à des insecticides très dangereux, on a dit c'est un virus. Hop, voilà. Pour Covid, on dit c'est un virus bidon, là, pangolin ou fuite de labo, pour cacher en fait l'agression extraordinaire que les gouvernements ont faite sur leur propre population. Voilà.
Et puis pour toutes les maladies, c'est ça, en gros. Et c'est également les virus, et ça c'est génial, c'est une façon très commode de contrôler les humains par la culpabilité et par la peur. C'est-à-dire que moi je suis vivant, en étant vivant, je deviens un danger potentiel pour vous. Voilà. Alors là, c'est le diviser pour mieux régner ultime. Chacun est un danger potentiel pour l'autre. Génial. Et c'est pour ça que je pense que sortir du dogme viral permettra de se libérer et d'être en meilleure santé, parce qu'on, du coup, s'il n'y a plus d'histoire de virus... Faut que je pousse? Oui. Non. Si on sort de ce dogme viral, on va être beaucoup plus libre parce qu'on n'aura plus de raison vraiment de croire à la plupart des vaccins. Pas tous les vaccins, mais la plupart, c'est autour de supposés virus. Et d'être en meilleure santé parce qu'on ne fera pas les vaccins, on ne prendra plus les antiviraux, on ne prendra plus plein de choses comme ça bidon. Et on va comprendre qu'en fait, notre état de santé dépend beaucoup de nos choix, de notre état émotionnel, de notre hygiène de vie, etc., etc. Donc là, on a des vrais outils de souveraineté qu'on ne peut pas avoir tant qu'on est coincé dans ce dogme viral et vaccinal. Donc, je reviens là-dessus. La médecine moderne, c'est un outil de contrôle puissant. Le dogme viral et le dogme vaccinal sont des éléments importants de ce système de contrôle. Ce n'est pas les seuls. Et je vous remercie.